Bien, bonjour à toutes et à tous, membres de l'association Senectus. On a le grand plaisir d'accueillir donc ce soir Julien Moreau. L'an passé, vous aviez bénéficié de l'intervention de Delphine Dupré-Lévesque de l'ANESM. Aujourd'hui, donc, vous allez bénéficier de l'intervention de Julien Moreau, qui est directeur du service médico-social, c'est bien l'intitulé, de la FEAP, une des grandes fédérations d'établissements et de services médico-sociaux et sanitaires. Et donc, l'actualité oblige. Donc, le thème qu'on lui a demandé d'aborder ce soir et qu'il connaît parfaitement bien est un thème qu'il faut vous approprier, avec ses forces et ses faiblesses. Vous en parlerez certainement. La réforme de la tarification et de la contractualisation. Vous allez plutôt mettre le focus sur la partie contractualisation, je crois. Contractualisation et tarification. Et tarification, voilà. Donc, absolument. Alors, ça a fait l'objet déjà dans ce congrès de différentes interventions, ce matin notamment. Tout à l'heure, il en sera question également dans une autre session. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous en sommes là dans une configuration un peu particulière, puisque nous avons pris l'habitude depuis quelques années de réunir l'association, profiter de l'opportunité de ce congrès pour proposer aux membres de l'association et à l'association, à son président, de se réunir. Ils peuvent ainsi à la fois participer aux différentes sessions et puis ils se consacrent ici un temps particulier pour l'association Senectus. Voilà, merci en tout cas de vous être déplacé. Je laisse peut-être la parole à Monsieur le Président. Et puis moi je m'efface et puis je reviendrai de temps en temps parce que je dois aller voir ailleurs aussi comment ça se passe. Voilà. Donc, écoutez, bienvenue à cette deuxième assemblée générale qui a suivi la création de notre association. Deuxième assemblée qui marque donc le deuxième anniversaire de notre association Réseau Senectus. Je vous remercie donc d'être présents, d'être venus aussi nombreux, tant parmi nos anciens adhérents ou étudiants et parmi, on va dire, nos futurs adhérents. Nous n'allons pas aborder tout de suite la partie protocolaire. Je préfère laisser la parole à Monsieur Moreau qui nous a fait donc à la fois la gentillesse et l'honneur de venir exprès pour nous. Voilà, vous venez de Paris, je crois. Voilà, donc venu exprès de Paris pour nous parler d'un sujet éminemment d'actualité pour vos établissements. On en discutait à l'instant, que ce soit des EHPAD ou d'autres types d'activités en relation avec la personne âgée. Donc vraiment, merci beaucoup d'intervenir sur ce sujet qui va forcément va vous servir forcément dès que vous allez retourner chez vous ou entrer en poste. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, donc Julien Moreau, j'ai été présenté rapidement. Je vais juste me permettre, pour remettre les choses dans le contexte, de présenter très rapidement la FEAP, pour celles et ceux qui ne visualiseraient pas tellement l'objet de cette fédération. Donc la FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne dans le champ privé non lucratif. Donc il y a deux fonctions principales. C'est une fédération employeur, donc c'est la fédération qui gère la convention collective 51, que probablement certaines et certains d'entre vous connaissent parfaitement. Et c'est une fédération au sens conseil et support aux adhérents. Donc nous avons aujourd'hui 4600 adhérents dans les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, donc qui vont de l'hôpital, hôpital Foch par exemple, où les hospices civils de Marseille sont adhérents FEAP, jusqu'à le petit établissement de protection de l'enfance, personnes en situation de handicap, inclusion, insertion, addictologie et tous les champs donc, du domaine social et médico-social. Pour cette session, donc on s'est prévu 1 heure avec le professeur Jandel. Comme on est en petit comité, je vous propose de ne pas hésiter à me stopper, m'arrêter, me poser des questions s'il y a quoi que ce soit qui nécessite de faire un focus ou sur lequel vous avez une incompréhension.
J'ai répondu à la demande donc, de Madame Taroudji et du professeur Jandel sur le sujet qui est d'actualité dans le champ des EHPAD, puisqu'il a été principalement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2017, ensuite de la promulgation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement toute fin 2015, qui est la réforme de la contractualisation, donc les fameux CEPOM dont on a tous et toutes entendu parler, et la tarification qui s'ensuit avec la mise en œuvre dans notre champ d'EHPAD des états prévisionnels des recettes et des dépenses, donc les fameuses EPRD. Je vais me proposer de faire un bref retour sur les 15-20 dernières années dans notre champ pour recontextualiser le dispositif. 99, donc c'est le démarrage, entre guillemets, de ce qu'on va commencer à appeler véritablement à partir de la loi du 2 janvier 2002 les EHPAD, avec le cahier des charges qui fixe le contenu des conventions tripartites et le décret, enfin les recommandations d'adaptation de l'immobilier dans le champ des maisons de retraite médicalisées devenues EHPAD aujourd'hui. La loi du 2 janvier 2002 qui a principalement instauré les critères de droit des usagers, donc les conseils de la vie sociale, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et le modèle de tarification tripartite, agence régionale de santé, conseils généraux à l'époque devenus départementaux et établissements dans le cadre des conventions tripartites. Doublé du plan Alzheimer à partir de 2018 qui s'est continué dans le cadre du plan des maladies neurodégénératives depuis lors. Et la loi ASV qui est promulguée le 28 décembre 2015 et qui, dans le cadre de son article 58, met en œuvre cette réforme de la contractualisation et de la tarification qui s'ensuit dans notre champ des EHPAD avec le CEPOM devenu obligatoire à partir du 1er janvier 2017 dans notre champ EHPAD et le PRD qui remplace les comptes emploi et comptes administratifs que vous pouvez connaître. Je balaye rapidement l'idée principale de ce CEPOM. C'est un nouvel outil de contractualisation qui va progressivement, dans le cadre d'un calendrier qui a été publié et convenu entre les ARS et les conseils départementaux, remplacer les conventions tripartites. L'objectif principal de ce CEPOM, mais on va y revenir dans le cadre de la présentation, c'est un changement de modalité de dialogue et de négociation avec nos autorités de tutelle. Préalablement, dans le cadre des conventions tripartites qui avaient une durée de 5 ans, comme les CEPOM, on fixait des grands objectifs et tous les ans, on repassait à la moulinette de ce qu'on appelait un dialogue, qui n'était pas vraiment un dialogue d'ailleurs quand on connaît le poids de nos autorités de tutelle, sur lequel on allait solliciter des moyens dont on n'avait jamais la certitude de les obtenir ou de ne pas les obtenir. Donc on était vraiment dans une logique de contrôle a posteriori. Le CEPOM va inverser cette tendance en passant sur une logique de confiance a priori. C'est-à-dire que les autorités de tutelle, dans le cadre de ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, vont fixer pour 5 ans un cadre, mais également les moyens qui corrèlent ce cadre, en objectivement et en donnant une visibilité aux gestionnaires pour pouvoir projeter leur organisation et leur mode de gestion sur les 5 ans. On sort également de la logique historique de la convention tripartite qui voulait que tous les ans, il fallait que vos budgets d'exploitation soient équilibrés. Ce qui était une hérésie quasiment dans sa construction, puisqu'on avait des charges qui impactaient conjointement des sections tarifaires qui pouvaient être la dépendance et le soin ou la dépendance et l'hébergement. Et trouver un point d'équilibre commun à 3 sections qui fonctionnent d'une manière différente, c'était quand même assez compliqué. Là, dans le cadre du CEPOM, on décloisonne les sections tarifaires, puisqu'on est plus sur une logique de globalisation, et on se donne 5 ans pour atteindre un équilibre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'équilibre annuel, mais on est bien dans une logique d'équilibre sur le temps du CEPOM. Ce qui donne possibilité aux gestionnaires d'EHPAD d'avoir une année difficile, par choix. Je fais un gros investissement, je porte un projet de prise en charge spécifique qui mobilise un peu plus de moyens qu'à l'accoutumée. Je me mets volontairement en déficit sur une année, mais j'ai la durée du CEPOM pour rééquilibrer ma gestion et pour produire à mes autorités de tutelle en fin de CEPOM un CEPOM devenu équilibré, mais sur sa durée. Aujourd'hui, pour vous donner un peu la cartographie, on a 7519 EHPAD en France. Donc aujourd'hui, nos autorités de tutelle gèrent 7519 conventions tripartites. La logique du CEPOM, du fait qu'il est un peu plus général et à minima sur ces premiers CEPOM dans une logique départementale, s'impose aux gestionnaires, quel que soit leur nombre d'établissements. Je prends un exemple, vous vous appelez la Fondation Partage et Vie, puisque le professeur Jandel n'est pas là, mais il connaît parfaitement le sujet. Vous avez 17 EHPAD dans un département. Aujourd'hui, vous avez 17 conventions tripartites, avec 17, entre guillemets, dialogues de gestion et avec 17 complexités de discussion avec vos autorités de tutelle. Demain, vous aurez un seul et unique CEPOM pour ces mêmes 17 établissements, avec une projection à 5 ans de vos moyens, une projection à 5 ans de vos objectifs, et une capacité de porter des projets communs à l'ensemble de ces établissements, ce qui était relativement complexe précédemment. Donc il y a une vraie logique de simplification administrative, tant pour les gestionnaires d'établissements que pour les autorités de tutelle, en réduisant le champ des conventions qu'ils vont devoir suivre et manager dans le cadre de l'octroi des budgets qui vont avec. Il y a une logique de mutualisation,
Ce qui était complexe également précédemment, puisque quand vous étiez dans une individualisation des moyens par le biais des conventions tripartites, on avait de grandes difficultés à œuvrer auprès de nos autorités de tutelle pour leur faire entendre que certains postes méritaient d'être mutualisés, certaines fonctions méritaient d'être mutualisées, et qu'il était intéressant de porter des projets communs avec un financement commun plutôt qu'avoir une vision très individualisée de chaque dispositif. La logique du CEPOM vous donne des moyens et charge au gestionnaire, dans une logique encore une fois de confiance a priori, d'utiliser ces moyens conformément aux objectifs qu'on s'est fixés, le premier objectif étant la pertinence et la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement des résidents. Il y a une logique de parcours que j'ai repris ici. Le CEPOM privilégié lorsque vous êtes un gestionnaire d'EHPAD va être un CEPOM qui est celui du L313-12-2 ou 1, qui est le CEPOM EHPAD entre guillemets, mais qui permet d'intégrer d'autres dispositifs dans le cadre de CEPOM. Donc si vous êtes là encore un gestionnaire qui a d'autres activités parallèles et annexes à la gestion de votre EHPAD, qui peut être, je dirais, le pivot d'un dispositif dans une logique de territoire, et que vous avez un SIAD, un SAD, un établissement pour personnes handicapées, un établissement pour personnes handicapées vieillissantes, des dispositifs expérimentaux qui ont pu vous être historiquement financés par l'ARS et ou le département, et bien dans le cadre d'un seul et unique CEPOM demain, vous pouvez regrouper l'ensemble de ces dispositifs et avoir des moyens globalisés et avoir des objectifs globalisés plutôt qu'une vision très individualisée, encore une fois, ce qui a été pratiqué par le passé. Et une logique de simplification administrative, j'y reviens pas, c'est le fait qu'on potentiellement, on va passer de 7500 conventions tripartites en France à un nombre de CEPOM relativement contraint par rapport à ce nombre important aujourd'hui. Le CEPOM, donc, 5 ans pour se mettre en conformité avec la loi, je dirais. Donc le CEPOM s'impose depuis le 1er janvier 2017 aux EHPAD, avec un calendrier qui a été publié conjointement, pas pour tout encore malheureusement, par les ARS et les départements, qui fixe la date d'entrée de chaque établissement dans le cadre d'un CEPOM. Donc vous avez, pour certains établissements, une date d'entrée en 2018, d'autres en 2019, d'autres en 2020. Tout ça devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2021. Et donc au 31 décembre 2021, et c'est l'esprit de la loi et c'est l'esprit de l'article L313-12-4 et de l'article 58 de la loi SV, tous les EHPAD devront être passés en CEPOM. Donc plus aucun EHPAD sur le territoire ne devra avoir une convention tripartite échue. Il devra être entré dans ce nouveau modèle de dialogue et de négociation avec les autorités de tutelle. Le CEPOM donc, est obligatoire dans le champ des EHPAD. On ne peut pas y déroger, contrairement à d'autres champs qu'on évoquait rapidement ensemble. Il est obligatoire et il s'impose. Il est également obligatoire, je l'ai repris rapidement, mais dans le cadre des petites unités de vie, qui précédemment pouvaient un peu déroger au dispositif EHPAD, mais là, il devient obligatoire également pour eux, mais elles pourront toujours déroger à la tarification. Il se substitue aux conventions d'aide sociale. Le calendrier, je ne vais pas y revenir parce que je viens de l'exposer rapidement. Et le périmètre, c'est ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Donc, les EHPAD aujourd'hui qui seraient mono-établissements vont continuer d'avoir un CEPOM mono-établissement. Pour ceux qui ont d'autres dispositifs, que ce soit des EHPAD ou d'autres champs, personnes handicapées, insertion, inclusion, addictologie et autres, vous pourrez avoir un CEPOM commun en faisant rentrer ces nouveaux établissements dans le cadre de votre dispositif de CEPOM. Logique très départementale aujourd'hui. On a de grandes difficultés, nous on essaye d'œuvrer notamment pour des grandes associations à tendre vers des CEPOM régionaux, puisque l'ARS a quand même une casquette régionale. Les ARS régionales et leurs délégations territoriales sont plutôt volontaires sur le sujet. Par contre, on a de grandes difficultés à convaincre les départements pour des raisons, somme toute, assez simples. C'est qu'on a des départements qui ont des politiques historiques complètement distinctes l'une de l'autre. On a des contraintes politiques. Un département qui est plutôt encarté républicain versus un département socialiste, ils ont quand même du mal à se parler et à se mettre d'accord. Donc, on part du principe, en tout cas sur ce premier palier de CEPOM, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2021, qu'on sera principalement et quasi exclusivement sur des logiques de territoires départementaux. Pour autant, il se peut que sur certaines zones, les départements arrivent à s'entendre pour élargir le périmètre de CEPOM à quelque chose qui pourrait être régional ou au moins infradépartemental. Donc la montée en charge progressive, c'est ce fameux calendrier qui vous donne la date d'entrée de votre EHPAD dans le CEPOM. Et la grosse modification par rapport, enfin en tout cas sur les EHPAD, spécifiquement aux EHPAD, qui concerne les CEPOM versus ces anciennes conventions tripartites, c'est que lorsque vous étiez précédemment dans le champ des conventions tripartites avec ces budgets annuels sur lesquels on devait aller soit négocier une reprise des déficits de gestion, soit négocier un maintien des excédents pour de nouveaux projets, soit d'investissement, soit de projets innovants de prise en charge, demain, dans le cadre d'un CEPOM, alors ça devrait être stipulé dans celui-ci, mais c'est plutôt l'esprit de la loi, vous avez la liberté d'affectation de vos résultats et, en contrepartie, vous n'aurez plus de reprise de déficit de gestion. Dès lors que le CEPOM vous donne
une pluriannualité des financements et une vision à 5 ans de vos financements et de vos moyens, l'État et les départements considèrent que vous avez la main, vous avez la vision de ce que va être votre gestion pendant 5 ans. Charge à vous d'être de bons gestionnaires, et c'est l'esprit de la loi, c'est la confiance a priori. Et en contrepartie, les déficits ne sont plus repris. La liberté d'affectation des excédents, c'est très pertinent quand on est sur des CEPOM qui globalisent énormément d'établissements. On pourrait reprendre, le professeur Jandel en parlerait mieux que moi pour la fondation dans laquelle il œuvre, mais sur certains territoires qui, pour certains départements, représentent 10, 15, 20 EHPAD, vous pouvez avoir des excédents relativement conséquents, alors qui peuvent paraître minimes établissement par établissement, ce qui était le cas des visions conventions tripartites, mais qui globalisés. Prenons un exemple, vous faites 10 000 € d'excédent sur la section soins par établissement, ça ne permet aucun projet sur un établissement isolé, vous avez 10 établissements demain, c'est 100 000 € par an, et là tout de suite, on peut se mettre en œuvre des projets qui vont tendre alors, vers les objectifs que vous vous serez fixés, qui peuvent être de la prévention, de l'adaptation des outils d'information, le renfort des équipes paramédicales ou médicales, enfin on peut tout imaginer, mais en tout cas c'est bien un outil qui est dédié aux bons gestionnaires et en tout cas qui veut mettre en valeur les bons gestionnaires d'établissements. A contrario, les déficits ne sont plus repris, donc ce qui veut dire que pour les établissements historiquement en déficit ou structurellement en déficit, il y en a, il va être grand temps de se poser des questions sur la structure même de la gestion de ces établissements. Nouveau cadre budgétaire, donc c'est la contrepartie de cette réforme de la contractualisation. C'est une réforme et de la tarification et du suivi budgétaire des établissements. Donc c'est le fameux EPRD dont vous avez probablement toutes et tous entendu parler. Donc qui réforme un peu le schéma historique du compte emploi et du compte administratif. On est dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses. Donc qu'est-ce que ça change historiquement? Aujourd'hui, antérieurement à cette logique de CEPOM, les gestionnaires demandaient des moyens en portant des projets, se voyaient octroyer ou pas ces moyens, et puis en fin d'année devaient dire j'ai utilisé tout ou partie, ou pas totalement, ou plus que les moyens que demandés, et on se battait pour aller chercher le complément, ou pour se voir conserver le bénéfice des excédents éventuellement dégagés. Demain, les autorités vous notifient vos financements, l'ARS va vous dire votre dotation c'est X, le département va vous dire votre dotation c'est Y. Charge à vous, avec la connaissance de ces financements, de produire un état prévisionnel des recettes et des dépenses dans lequel vous intégrez les nouveaux projets que vous souhaitez porter, la modification éventuellement structurelle de votre gestion, parce qu'on peut envisager certains établissements qui peuvent être amenés à réfléchir autrement que précédemment sur les modes d'organisation même de l'établissement. Et vous devez, c'est la contrepartie de l'EPRD, c'est l'ERRD, je suis désolé pour les acronymes, mais c'est la force de notre secteur médico-social, c'est l'État réalisé des recettes et des dépenses qui, une année après, sur un calendrier que je vous présentais par la suite, vous devez justifier de cet état prévisionnel. Donc vous aviez prévu, les choses font qu'on n'est pas toujours en phase avec ce qu'on avait prévu, et donc l'ERRD isolera spécifiquement les excédents que vous auriez pu réaliser, charge à vous de les utiliser à bon escient, les déficits que vous auriez pu réaliser, et là, les autorités de tutelle considèrent que c'est votre déficit de gestion, donc c'est vous qui le conservez et vous en faites votre affaire. Le contrat négocié, alors un CEPOM national a été publié dans le cadre d'une instruction qui fixe un peu le cadre, qui est un peu la feuille de route de l'ensemble des ARS et des départements en France, sachant qu'encore une fois, et on peut faire un petit focus là-dessus, puisque dans le cadre de la fédération et des adhérents qu'on accompagne, on a vu déjà certains départements mettre en place des indicateurs annexes aux indicateurs un peu clés qui ont été portés par le niveau national, ou des ARS qui souhaitent aller plus loin sur certains projets territoriaux, et notamment le PRPA qu'on a évoqué, qui est un des sujets en fait partie, c'est-à-dire que les ARS qui historiquement, ou les territoires qui historiquement ont été concernés par le PRPA auront des demandes particulières sur les indicateurs de suivi que n'auraient pas d'autres territoires qui ne sont pas inclus encore dans cette expérimentation puisqu'elle n'a pas été déployée au niveau national. Les enjeux du CEPOM, donc c'est ce que je viens de vous évoquer, donc c'est bien cette logique de contrôle a posteriori, qui était la logique historique, à la confiance a priori. Je vous ai fait un petit focus sur le CEPOM n'est pas une innovation dans notre champ social et médico-social. En fait, il est nouveau, en tout cas quasi nouveau pour le champ des personnes âgées, puisqu'il est obligatoire maintenant depuis le 1er janvier 2017, mais il existe déjà depuis depuis un décret, une circulaire de 2010. Il est beaucoup pratiqué dans le champ des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui est plus connu en tout cas dans ce champ-là que dans le champ des personnes âgées. Mais vous pouvez voir, alors ça c'est des données qui sortent de l'Inspection Générale des Finances à fin 2015. Il y avait 467 CEPOM sur le territoire français. Il y en a malgré tout quelques-uns.
c'est-à-dire je crois qu'on est à 18 qui concernent le champ des personnes âgées. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est ce qu'on appelle nous les CEPOM de première génération versus ces nouveaux CEPOM qu'on nomme de deuxième génération. Le plus connu, parce qu'il y a eu un peu de communication là-dessus, c'est le groupe SOS dans l'est de la France qui avait un CEPOM historique dit de première génération et qui l'a étendu récemment pour le porter à 30 établissements. Donc c'est aujourd'hui le plus gros CEPOM sur le territoire, qui est le groupe SOS qui le porte et qui porte sur 30 établissements et services pour personnes âgées. Et il est d'ailleurs régional. C'est une de ses spécificités. Ils ont réussi à maintenir ce champ régional. Ce qu'on peut retenir des premiers échanges qu'on a avec les ARS et les départements, c'est qu'on est bien dans une logique de maîtrise des dépenses publiques, mais ça, je pense que ça ne surprendra personne, et dans une logique de rationalisation, ou en tout cas autonomisation des gestionnaires. Les gestionnaires aujourd'hui, dans le cadre de ces nouveaux CEPOM et dans le cadre de cette pluriannualité et de cette vision des moyens, vont devoir, et n'ont plus d'autre choix que d'avoir une gestion saine, pérenne de leurs établissements. On ne pourra plus, comme on l'a pu l'être, certains établissements en sont des spécialistes, dans une logique de déficit structurel, et l'ARS accepté pour des raisons politiques, historiques, peu importe, de reprendre ces déficits chaque fin d'année. Ça ne sera plus possible dans le cadre de ces CEPOM. Les déficits seront laissés à charge des établissements. Donc il faut vraiment se mettre en route sur des nouveaux modes de gestion. Ça modifie les modes de gestion pour nous, entre guillemets, gestionnaires. Ça modifie aussi, et il ne faut pas oublier ce point-là, ça modifie aussi fortement l'approche qu'en ont les autorités de tutelle. C'est-à-dire qu'ils perdent véritablement, et c'est un peu les premiers éléments qu'on perçoit dans ces premières négociations de CEPOM qui ont démarré récemment, c'est que les autorités de tutelle, que ce soit l'ARS ou le conseil départemental, dès lors qu'on est sur 5 années, perdent un peu, ou en tout cas ont le sentiment de perdre, la capacité de suivi qu'elles avaient précédemment quand on était sur une logique brutale, annuelle, on se voit, on négocie, on se bat et on repart pour un an sur un mode qui n'avait rien de dialogue de gestion. Elles ont le sentiment de perdre un peu le suivi des établissements, donc on les accompagne et la CNSA, la DGCS et autres accompagnent aussi les ARS et les départements sur ces sujets-là. On change vraiment de paradigme de gestion, donc c'est compliqué pour nous gestionnaires. Ça va être également compliqué pour les autorités de tutelle, donc il va y avoir une petite phase d'appropriation quand même de ces nouveaux dispositifs. Le CEPOM, alors j'ai mis volontairement économie, parce que c'est bien les premiers mots qu'on entend quand on fait le tour de nos ARS et de nos départements. Contexte de maîtrise des dépenses publiques, contexte de budget au mieux à taux de revalorisation inférieur à 1, au pire en baisse de dotation. Je prends 2-3 exemples. Le département du Nord, qui avait fait les frais d'une communication forte là-dessus, a baissé en 2015 de 3% les moyens de tous ces EHPAD, les a rebaissés à nouveau en 2016 de 2%. Donc vous imaginez, dans un contexte de gestion tendue, avec, pour les établissements qui sont totalement habilités à l'aide sociale, une contrainte de tarifs administrés, voir baisser ces moyens de 5%, ça peut être relativement compliqué, pour ne pas dire mortifère. Donc il faut vraiment s'inscrire dans une logique de CEPOM à l'économie. On n'aura pas des moyens pléthoriques supplémentaires avec l'arrivée de ce nouveau mode de contractualisation et la tarification qui en suit. Mais pour autant, on a une souplesse qui nous est donnée à nous gestionnaires et dont il va falloir pouvoir l'utiliser à bon escient. Des sujets un peu plus techniques, un seul plan pluriannuel de financement. Donc ça recoupe cette idée de je passe d'une vision individualisée de chaque établissement à une vision globalisée. Précédemment, je devais produire, ça concerne que les établissements habilités majoritairement ou totalement à l'aide sociale. N'hésitez pas à m'arrêter si c'est trop technique, parce que j'en vois certains je sens que j'en perds quelques-uns. Donc n'hésitez pas, ne vous gênez pas pour m'arrêter sur le sujet. On devait produire un plan pluriannuel de financement pour chacun des établissements. Demain, dans le cadre d'un CEPOM qui va mixer plusieurs établissements, on ne produira plus qu'un plan pluriannuel de financement. Donc c'est aussi une logique de simplification de budgétaire pour les gestionnaires. Sujet contentieux, alors on a peu de contentieux dans le champ social et médico-social de la tarification, mais on en a quelques-uns qui remontent aux tribunaux au TITSS. Les CEPOM vont annuler ou en tout cas fortement diminuer ces potentiels contentieux sur les tarifs de nos établissements, puisque on se fixera des objectifs à 5 ans et que les tarifs ne pourront pas, sauf exception, être remis en œuvre, et on aura contractualisé ces tarifs. Donc dès lors que le gestionnaire a accepté la contractualisation de ces tarifs, il n'y a pas lieu d'envisager des contentieux par la suite sur le sujet. Pour reprendre les enjeux forts, c'est un outil de mise en œuvre de stratégie des pouvoirs publics, donc on n'est plus seulement sur une logique tarifaire, on est vraiment sur une logique de projection.
La loi ASV a fortement insisté là-dessus, notamment dans le cadre des politiques tournées vers l'accompagnement à domicile. Donc les EHPAD vont devoir réfléchir à des politiques de prévention, d'accompagnement des dispositifs autour de la seule logique d'hébergement médicalisé. C'est un outil de modernisation du secteur. Alors, c'est un outil, volontairement je vais le dire comme ça, qui est plutôt fait pour les gros. C'est un bon outil de consolidation de l'offre. C'est un bon outil d'incitation au regroupement de petits établissements, puisque dès lors qu'on va être dans une logique de projection annuelle des tarifs et des moyens, vous n'aurez plus capacité à gérer l'exceptionnel. Donc, sauf à la marge. C'est-à-dire que si vous avez une forte baisse d'activité sur la durée de votre CEPOM, vous êtes un petit établissement isolé, ça va être compliqué de l'absorber. Vous êtes regroupé, vous êtes un gros acteur, vous avez su conventionner ou en tout cas vous rapprocher des voisins qui font le même métier que vous, ça devrait être un peu plus facile à passer. Donc c'est plutôt c'est un outil, et certaines ARS sont très franches là-dessus, qui est véritablement fait pour consolider le champ des EHPAD et pour voir diminuer notamment le nombre d'EHPAD très isolés ou en tout cas trop isolés, qui ne répondent plus forcément à la demande sur des territoires, alors soit ruraux, soit urbains d'ailleurs, parce que c'est pas forcément focus rural, mais sur des territoires qui en tout cas voient leur démographie diminuer et ne répondent plus forcément à une offre pérenne dans le cadre de leur implantation. On inscrit la responsabilité des gestionnaires dans les CEPOM, donc on est bien sur une logique de responsabilisation. On vous donne des moyens, et faites-en ce que vous devez en faire au mieux. Mais en tout cas, on n'aura pas de logique de réaugmentation progressive des moyens, ce qu'on pouvait connaître précédemment. Et c'est aussi un outil, alors je l'aborde rapidement, parce que c'est important de l'appréhender dans le cadre de cette contrainte d'appel à projet. Dans notre champ social et médico-social, pour créer un établissement, transformer un établissement, ou compléter la capacité autorisée d'un établissement, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par un appel à projet. C'est une démarche compliquée, qui nécessite que l'ARS et le département s'entendent au préalable, donc je vous laisse entendre que dans certains départements, c'est relativement complexe. Le CEPOM permet, dans le cadre des objectifs qui sont fixés et des objectifs que le gestionnaire se fixe avec les autorités de tutelle, d'éviter les appels à projets sur la transformation de votre offre. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, j'ai un EHPAD de 80 lits. Je suis dans un territoire où, bon an, mal an, la démographie étant ce qu'elle est, je sens de plus en plus de tensions sur mon taux d'occupation. Pour autant, je suis entouré d'ESAT qui rencontrent une problématique de vieillissement de leurs travailleurs handicapés, qui vont avoir une problématique de logement et d'accompagnement de ces travailleurs handicapés avec l'avancée en âge, et qui me sollicitent pour, pourquoi pas, créer une unité de vie qui va être à destination des personnes handicapées vieillissantes. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible dans notre champ, sauf réponse à un appel à projet. Donc il faut aller vous battre avec vos autorités de tutelle, il faut les convaincre de la pertinence du dispositif, il faut qu'ils publient un appel à projet, et ensuite il faut que vous soyez le lauréat, ce qui n'est jamais gagné. Demain, dans le cadre d'un CEPOM, vous inscrivez cet objectif dans votre CEPOM, donc c'est la transformation de votre offre, ou en tout cas l'accompagnement du public sur votre territoire, vous serez exonéré d'appel à projet pour transformer votre offre. Donc ça peut permettre sur certains établissements qui peuvent être en difficulté structurelle ou conjoncturelle, d'avoir une transformation de leur offre un peu plus facilitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est un bon outil pour cet aspect-là aussi. Et les résultats, mais j'y reviens plus, on a une logique d'équilibre sur la durée du CEPOM et non plus sur la notion d'annuité comme on pouvait l'avoir précédemment. Et on a une logique de solde de l'histoire. Donc la logique des premiers CEPOM qui vont être mis en œuvre jusqu'à 2021-2022, c'est bien de solder l'histoire et de repartir sur des bases zéro. Solder l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez certains établissements et ça n'est pas une question de statut, c'est que ce soit commercial, public ou associatif, peu importe, certains établissements qui consolident de fortes réserves de compensation. Donc c'est des excédents historiques qui se sont accumulés ou de forts déficits reportables, donc là aussi qui se sont accumulés. La logique du CEPOM, c'est bien de solder cette histoire-là et donc dans le cadre de l'affectation des résultats ou dans le cadre des budgets qui vont devoir être produits, il faut réintégrer ces dispositifs pour apurer l'histoire. Les objectifs des nouveaux CEPOM. Je fais un parallèle volontaire avec le champ sanitaire, puisque donc à la FEAP, on est aussi sur le champ sanitaire, c'est que la logique du CEPOM dans le champ sanitaire, elle est connue depuis plus de 10 ans. C'est quelque chose qu'ils pratiquent usuellement, qui est leur mode de contractualisation privilégié. Les trois principaux critères des CEPOM sanitaires, c'est le pilotage de l'activité, donc ça recoupe l'activité au sens l'offre, la transformation éventuelle de cette offre, l'accompagnement à la transformation de cette offre, le conventionnement, le partenariat, le territoire, programmation des investissements, donc ça c'est la logique d'accompagnement
voire de fermeture de certains établissements qui, ne serait-ce qu'au niveau immobilier, ne peuvent plus ou ne seront plus adaptables à la population vieillissante que l'on accueille, et la programmation des projets nouveaux. Donc ça, c'est les 3 principaux critères du CEPOM, entre guillemets, sanitaire, qui vont devoir être des critères clés dans le CEPOM médico-sociaux. Mais on a aussi, et c'est fortement poussé par nos ARS et nos conseils départementaux, et c'est assez logique, des critères de qualité, de performance, de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, de projets innovants, de prévention, de restructuration administrative. Donc ça, c'est ce qu'on évoquait rapidement, c'est l'outil de consolidation de l'offre. On a 2 EHPAD, 50 lits chacun, ils ont chacun un directeur, ils ont chacun une secrétaire administrative, ils ont chacun un cabinet vers lequel ils externalisent la paye, ils ont chacun des difficultés à produire des budgets, les payes et tout ce qu'on connaît de cette logique-là. Eh bien, le CEPOM peut être un bon outil de rapprochement, de conventionnement ou de création de groupements de coopération et de moyens pour pouvoir créer des économies sur ces sujets-là et permettre de réinjecter les moyens sur d'autres champs, et notamment la prise en charge des personnes. Et la mutation de la gouvernance, je vais le rappeler rapidement par la suite. L'engagement de l'activité, je ne vais pas y revenir, je vous laisserai le PowerPoint parce que c'est les critères classiques de suivi de l'activité dans nos établissements. Donc c'est le public, le taux d'occupation, la prestation apportée, les conventionnements avec les partenaires historiques et l'environnement, mais aussi, et c'est pour ça que je l'ai repris, les grands thèmes de notre champ sanitaire et du champ de la santé en France, donc le virage ambulatoire, et ça passe par l'HAD qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, les réseaux de soins, la filière gériatrique, et tous les aspects qui vont devoir être intégrés dans ces nouveaux contrats pour, encore une fois, inciter les établissements isolés notamment à s'inscrire dans des logiques de filière et de parcours. La programmation des investissements, c'est diagnostiquer les immeubles et les bâtis actuels, les projeter à 5 ans, à 10 ans, pour voir si l'avancée en âge et la plus grande dépendance de nos personnes âgées va pouvoir continuer de les accueillir dans les établissements et les immeubles qu'on a actuellement. Il faut programmer les restructurations, il faut aller chercher les financements ad hoc, donc suivre le patrimoine. Les nouveaux PPI de 2e génération, donc c'est les plans pluriannuels d'investissement globalisés, c'est ce que je vous ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et j'ai également mis un sujet d'endettement et d'autofinancement et de partenaires bancaires spécialisés. Alors c'est presque des gros mots dans notre champ social et médico-social, parce que c'est des sujets qu'on évoque peu, ou en tout cas pas suffisamment. Dès lors que le CEPOM projette les établissements à 5-10 ans, alors 5 ans sur la durée des contrats, mais il faut déjà calculer le coût d'après, il va aussi falloir intégrer ces critères de gestion, et qui sont des critères qui sont peu usités, ou en tout cas pas suffisamment usités dans le champ médico-social, mais qu'il faut véritablement commencer à acculturer. Et ces fameux appels à projets que je vous ai rappelés, donc capacité de transformer, capacité de faire évoluer l'offre de soins et l'offre d'accueil des établissements sans devoir être contraints par ces fameux appels à projets dans le cadre de nos ARS et de nos départements. Contrôle de gestion, ça recoupe un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le CEPOM, c'est un outil budgétaire, c'est un outil analytique de l'activité, donc il va falloir je ne vais pas dire se former parce qu'on l'est déjà tous, mais en tout cas devenir plus pertinent peut-être pour certains de nos établissements sur ces critères-là, parce qu'ils sont des critères essentiels de la bonne utilisation des fonds publics qui vont nous être octroyés dans le cadre de ces nouveaux contrats. Et puis voilà, les sujets que j'ai repris, RSE, politique de ressources humaines et autres. Et le changement des séquences administratives, donc je vais y revenir après, donc je me permets de passer cette diapositive rapidement. La réforme de la... Est-ce que vous avez des questions ? C'est clair, c'est trop technique, n'hésitez pas, véritablement, parce que comme on a tout profil dans la salle, donc c'est compliqué, il faut que je puisse m'adresser à tout le monde et que ce soit compris. La réforme de la tarification, donc c'est le pendant de ce nouvel outil de contractualisation qu'est le CEPOM. Depuis le 1er janvier 2017, donc c'est vraiment, on est en plein dedans et c'est tout récent, les moyens qui vont être octroyés aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, tant sur le soin que sur la dépendance, sont modifiés, ou en tout cas les équations tarifaires d'octroi des moyens sont modifiées par rapport à ce qu'on se connaissait précédemment. Et je vais me permettre de vous les présenter, et je vais essayer d'être pédagogue parce que ça peut être de temps en temps un peu compliqué. Le nouveau calendrier de cette réforme du CEPOM et des EPRD, ERRD, je vous l'ai repris, donc c'est 31 octobre de l'année, on va se projeter en 2017, vous êtes dans un EHPAD en 2017, au 31 octobre, vous devez produire l'annexe activité. Donc l'annexe activité, c'est la photographie de l'activité de vos 3 années précédentes et de l'année en cours. Donc vous remontez donc on est en 2017, 2014, 2015, 2016, vous produisez l'activité qui est la vôtre, et vous produisez votre activité au 31 octobre 2017
pour avoir une capacité de projection sur l'année 2017. Cette annexe activité, en fait, elle va servir à calculer l'éventuelle minoration de vos moyens en fonction de votre taux d'activité. Je vais y revenir après, mais c'est pour ça qu'elle a son importance dans le dispositif budgétaire de nos EHPAD depuis ce 1er janvier. Au plus tard le 30 juin de chaque année, donc là on est en 2017, c'est au plus tard le 30 juin, donc c'est vraiment tout proche, vous devez produire votre état, votre PRD, votre état pluriannuel des recettes et des dépenses. L'ARS et le conseil départementaux ont 30 jours pour le valider ou le refuser. S'ils le refusent, il faut le motiver. Dès lors qu'on est sur ces premières années d'exercice, que les ARS et les départements ne sont pas rompus à l'exercice, je pense qu'ils seront quasiment tous validés. Enfin, je vous donne un avis qui n'est que le mien, mais je vois peu d'ARS et de départements s'opposer aux premiers EPRD qui vont leur être transmis. Dès lors qu'il est validé ou que les ARS et les départements ont été silencieux, il est considéré comme exécutoire, donc vous devez le mettre en œuvre. Vous transmettez l'année suivante, au 30 avril, votre ERRD, donc c'est l'état réalisé des recettes et des dépenses, qui va identifier ces fameux excédents ou déficits duquel vous conservez soit la charge, soit le bénéfice pour pouvoir porter les projets. Et le RRD est retenu dès lors qu'il n'appelle pas de commentaires ou de contre-validation de l'ARS ou du département. Voilà ce qui est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2017. Donc ça remplace la mécanique que vous connaissiez, qui était faite à peu près sous le même calendrier, mais qui est un peu différente dans la construction, du compte emploi et du compte administratif qu'on devait produire pour nos établissements. Hop. Là, je vais reprendre... alors attendez, je vais diminuer. Voilà. Là, on est sur le soin. Alors, ça ne modifie que peu le mode c'est surtout sur la dépendance qu'on a des modifications par rapport à l'histoire dans nos EHPAD. Sur le soin, on passe sur une logique d'équation tarifaire, sur l'hébergement permanent. Demain, dans vos établissements, vous devrez avoir, au plus tard le 30 juin de l'année N pour l'année N+1, donc c'est-à-dire au plus tard le 30 juin de l'année 2017 pour l'année 2018, avoir une coupe GMP et une coupe PMP validée par votre médecin ARS et département. Cette coupe PMP et cette coupe GMP, elles vont servir à calculer les financements qui vont vous être octroyés dans le cadre de la section soins. PMP x 2,59, plus le GMP, fois la capacité de place en hébergement permanent, fois la valeur du point. Pour rappel, la valeur du point, elle est liée au mode de dotation soins qui est en place dans votre établissement. Soit vous êtes en tarif partiel, soit vous êtes en tarif partiel avec pharmacie à usage interne, soit vous êtes en tarif global, soit vous êtes en tarif global avec pharmacie à usage interne. Et donc, la valeur du point est différenciée en fonction de votre régime de fonctionnement. Cette équation tarifaire, elle s'applique à tous à partir du 1er janvier 2017 et elle est complétée éventuellement de financements qu'on appelle complémentaires qui sont liés à deux aspects, soit les modalités d'accueil autres que l'hébergement permanent, accueil de jour, hébergement temporaire, unité d'hébergement renforcée et pôle d'accueil et de soins adaptés, donc UHR PASA, soit des financements complémentaires qui ont été mis en place au 1er janvier 2017 et qui font l'objet de crédits spécifiques de la CNSA qui portent sur la prévention, l'accompagnement de populations spécifiques qui peuvent être les personnes âgées, les personnes handicapées vieillissantes ou les personnes en grande précarité, donc principalement les gens issus de la rue, la prévention sur les soins bucco-dentaires, la prévention sur l'autonomie, le sport adapté. Donc tous ces projets-là peuvent faire l'objet, dans le cadre du CEPOM et dans le cadre des objectifs que vous vous fixez, de financements complémentaires octroyés par vos agences régionales de santé. Je déroule. Sur la dépendance, alors là, on modifie historiquement le mode de calcul. Vous aurez le PowerPoint, mais je vais essayer d'être assez pédagogue sur le sujet. La dépendance, historiquement, c'était assez aléatoire en fonction des départements. Vous avez déjà une politique départementale qui est distincte d'un département à l'autre. On n'est pas sur une logique de politique nationale comme peuvent l'être les ARS avec une descente d'un ministère. Donc chaque département avait sa politique historique. Certains privilégiaient l'hébergement médicalisé, d'autres le domicile, et donc les moyens étaient octroyés de manière différente en fonction des départements. Et vous aviez potentiellement des établissements moins financés que les autres. Pour une raison qu'on a évoquée rapidement, les établissements publics, et ça peut se comprendre, étaient plutôt mieux financés que les autres établissements, qui soient commerciaux ou privés à but non lucratif, pour deux raisons simples. La première, c'est qu'ils étaient plutôt généralement rattachés à des établissements hospitaliers ou à des collectivités territoriales ou à des mairies.
et que le maire est également président du conseil d'administration de l'hôpital, et que le maire a des liens privilégiés avec les conseils départementaux, donc ce qui est évident, et que les établissements publics avaient capacité et historiquement accueillaient des populations peut-être un peu plus fragiles que sur les autres établissements. Donc ils étaient plutôt mieux financés. La réforme de la tarification qui est déployée depuis le 1er janvier 2017, elle moyennise les moyens qui vont être octroyés par les départements aux établissements. Donc on part d'une logique d'apuration des écarts historiques pour tendre vers une moyenne. Donc les départements demain vont devoir déterminer, ce qui est repris dans l'équation, la valeur du point GIR départemental. Cette valeur du point GIR départemental, elle sera applicable à tous, sans distinction de statut, public, privé commercial, privé à but non lucratif, sans distinction de régime fiscal, donc que vous soyez assujetti à la TVA ou pas assujetti à la TVA, et elle est la même pour tous dans un département. Alors elle peut avoir des écarts substantiels entre des départements distincts. Je vais vous prendre deux exemples. Les Alpes-Maritimes, la valeur du point GIR départemental qui a été déterminée, c'est 5,68. L'Aveyron, c'est 9,80. Donc si on le résume, il vaut mieux vieillir demain dans un EHPAD en Aveyron que dans les Alpes-Maritimes. Et ça, les départements ont cette légitimité-là, c'est qu'ils ont des politiques qui leur sont propres. Mais demain, quand vous serez dans un même département, la valeur du point GIR départemental s'appliquera à vous, quel que soit votre statut et quelle que soit votre histoire, dans le cadre de la tarification. Ensuite, on reprend le GMP, qui n'est pas le même GMP que l'équation tarifaire de soins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est lié à, quand vous prenez le tarif EHPAD, il y en a un qui est issu de la colonne C et l'autre de la colonne E. Donc les deux sont distincts. Il faut bien faire le distinguo dans le calcul des moyens qui vont vous être octroyés. La capacité autorisée en hébergement permanent. Et ensuite, on déduit ce que payent les résidents du département et les tarifs opposables aux autres départements. Ça vous donne votre équation tarifaire dépendance qui va vous octroyer en 12e, donc chaque mois, les moyens pour porter ce qui est relatif aux charges de dépendance de vos établissements. Là aussi, ça peut être complété de financements complémentaires, notamment sur les modalités d'accueil qui peuvent être distinctes de l'hébergement permanent. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est un peu technique. C'est la manière dont on calcule les tarifs opposables aux personnes âgées qui ont un domicile de secours dans un autre département que celui dans lequel on les accueille. Et ça, c'est le point peut-être le plus important de la réforme de la tarification, au-delà des nouvelles modalités d'équation tarifaire, c'est la mise en place d'une convergence tarifaire. Dans le cadre de cette réforme structurelle de la tarification, on a un aspect moyennisation des moyens par département, à travers la valeur du point GIR départemental, et on a un aspect fort qui est une convergence tarifaire. La convergence tarifaire, en clair, elle fixe une cible de financement à l'ensemble des établissements. C'est-à-dire que quand vous allez faire le calcul de vos équations tarifaires que l'on vient d'aborder sur le soin et la dépendance, ça va vous donner un montant, mais qui n'est pas forcément le montant auquel vous avez, que vous percevez aujourd'hui, tant sur le soin que sur la dépendance. Le montant issu des équations tarifaires qu'on a vues précédemment, c'est la cible de nos établissements. C'est-à-dire qu'à horizon 2023, l'ensemble des EHPAD du territoire devront, sur l'hébergement permanent, percevoir la cible de leur financement. Donc si j'ai droit, je vais faire simple, à 100, et qu'aujourd'hui j'ai 80, eh bien j'ai une convergence tarifaire qui va être mise en œuvre entre 2017 et 2023 pour me faire tendre de 80 à 100. Et en 2023, les ARS sur le soin et les départements sur la dépendance ont l'obligation de me financer à hauteur de ma cible. Et la cible, elle naît du niveau de dépendance de mes résidents, du niveau de besoin en soins techniques de mes résidents et du département dans lequel je suis placé. Et ça, c'est un... Annuellement ? En 7e, annuellement. Alors, pour être plus précis, si je peux l'être, on ne peut pas en déroger sur le soin. C'est-à-dire que si vous avez droit à 100 et que vous avez 80 aujourd'hui sur le soin, vous faites 20 divisé par 7, et c'est ce qui va vous être octroyé annuellement pour tendre vers le 100 en 2023. Sur la dépendance, on peut déroger à cette règle de 7e. Donc on peut en modifier le rythme ou les montants. C'est-à-dire que vous pouvez tendre vers une négociation auprès de votre département en disant « moi j'ai besoin immédiat de forcer un peu le trait pour renforcer la prise en charge de mes résidents, et ça peut se lisser un peu plus facilement en fin de parcours entre 2020 et 2023 par exemple. On ne peut pas en déroger sur le soin, on a une petite dérogation possible sur la dépendance. Voilà, donc ça reprend ce que je viens de vous expliquer sur les modalités de calcul de la convergence tarifaire. Et enfin, et j'aurai quasiment fini sur cette grande réforme de la tarification, j'espère que ça a été clair pour vous, CPOM,
équation tarifaire pour le soin et la dépendance, convergence tarifaire pour tendre vers ma cible en 2023, et ça c'est la petite douloureuse de cette réforme, c'est qu'à partir de 2018, donc ce n'est pas applicable en 2017, ça sera véritablement à partir de 2018, les moyens qui vous sont octroyés pourront être minorés en fonction du taux d'activité de votre établissement. En 2023, tous les établissements auront un seuil d'activité qui sera fixé par arrêté, enfin qui est fixé par arrêté, qui sera de 95% de taux d'occupation. Dès lors que vous serez au-dessus, vous percevrez la totalité de votre forfait soins, la totalité de votre forfait dépendance. Dès lors que vous serez en dessous, sauf négociation auprès de vos autorités de tutelle, vos forfaits seront minorés. Je prends un exemple simple. Vous êtes à 90% d'occupation en 2024, donc vous êtes 5 points en dessous du taux d'occupation cible de 95%. Vos forfaits soins et vos forfaits dépendance seront minorés de 2,5 points, c'est-à-dire la moitié de l'écart. Vous avez 5 points d'écart, vos forfaits seront minorés de 2,5%. Donc ça, c'est une modulation qui va se mettre en place suivant les critères que je vous ai repris jusqu'en 2024, mais à partir de 2024, tous les établissements devront, s'ils ne veulent pas voir leurs moyens être minorés, tendre vers 95% de taux d'occupation. Ça recoupe un peu ce que je vous ai dit en début de présentation. C'est aussi un bon outil de reconsolidation de l'offre. Parce que quand vous êtes sur des territoires où on a de grandes difficultés dès aujourd'hui à obtenir 90% d'occupation, on peut a priori projeter que dans 5 ans, ce ne sera pas forcément plus simple. Donc c'est aussi un bon outil de reconsolidation de l'offre et de remise à niveau de l'offre dans certains territoires qui souffrent. Je vous ai repris rapidement ce qui relève du soin, de l'hébergement et de la dépendance, sachant que historiquement, on avait des clés de répartition, donc le fameux 70-30 dont vous avez dû entendre parler dans le cadre du module de gestion. Donc cette clé de répartition a sauté avec l'OPRD et le CEPOM. Donc elle doit toujours être produite en présentation, mais elle n'est plus opposable auprès des autorités de tutelle. Donc on parle de concurremment, c'est pour ça que je vous ai repris ce terme. Donc dans les textes, dans les circulaires, dans les décrets et dans la loi, on parle de concurremment. Charge au gestionnaire, concurremment, d'affecter les moyens qui lui sont octroyés sur les charges qui peuvent impacter deux sections tarifaires distinctes. Une évaluation sera faite dans le cadre de la conclusion des CEPOM à la 3e année. Alors une évaluation qui a 2 objectifs. Le premier, c'est d'avoir un semblant de dialogue de gestion. Les autorités de tutelle ne souhaitant pas partir pour 5 ans sans revoir les gestionnaires sur la durée du CEPOM. Ça a aussi pour objectif de revaloriser éventuellement le PMP et le GMP qui servent de base à la tarification. Ce qui permettra sur 5 ans de pouvoir prendre éventuellement en considération des évolutions substantielles de la dépendance ou des besoins en soins techniques des personnes accueillies, ce qui est repris en dessous. Et ça, c'est une petite novation qui a été introduite dans le cadre d'une instruction qui est parue hier soir, donc que j'ai pu lire tout à l'heure dans le train. C'est qu'on assouplit les règles de validation des coupes pathos et des coupes agir. Donc les médecins valideurs auront un délai de 4 mois pour vous les valider. Le silence vaudra acceptation. Et on a assoupli un peu les règles de validation, c'est-à-dire que c'est déjà mis en place dans quelques départements, quelques ARS, mais demain, les médecins valideurs auront, et sont d'ailleurs incités à valider à distance dès lors que les GMP et les PMP sont plutôt cohérents avec l'ancien GMP. C'est-à-dire que si on n'a pas des augmentations supérieures à 5 ou 10%, il est incité par les textes pour les médecins valideurs de valider tacitement et à distance sans pour autant réorganiser des visites, ce qui est relativement complexe sur le territoire. J'ai tenu le délai. Il vous reste 10 minutes pour me poser toutes les questions que vous souhaitez, si vous en avez. Et je laisserai la présentation, donc vous pourrez la récupérer. Oui. On était dans le système de tripartite, en 50, on avait l'ARS qui démarquait à l'établissement. C'est ça. Tout ceci, c'est fini. Alors, et finalement, le médecin conseil de l'ARS vient uniquement si, sur son malade, il voit que le GIR, je vais faire un contrôle sur cet établissement, ou au bout des 5 ans, quand il y a le renouvellement CEPOM, il va prendre quelques établissements par-ci par-là du CEPOM global et il va voir s'il y a une cohérence dans la compétence qui a été faite. Alors, en fait, il y a 2 aspects. Ce qui a été une des grandes difficultés des conventions tripartites, et ça concerne probablement la quasi-majorité d'entre nous, c'est qu'historiquement, dans les conventions tripartites, vous aviez une multitude d'objectifs.
Donc vous avez certaines ARS, certains départements qui signaient des conventions tripartites avec 50 fiches actions, des objectifs qui en découlaient. Donc en clair, personne ne les suivait, parce que je dirais, la plupart des gestionnaires les suivaient ou pas, entre guillemets. L'ARS et les départements, eux, ne les suivaient pas du tout. Et finalement, tout le monde se réveillait 6 mois avant la fin de la convention tripartite en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans ma convention tripartite ? Tiens, il est peut-être grand temps que je m'y mette. » Parce que les renouvellements étaient très difficiles. Exactement. Les renouvellements que l'on a vécu dans les établissements. Mais c'est complexe parce qu'on était parti sur des modèles où effectivement il y avait beaucoup trop d'objectifs, y compris des objectifs qui, en termes de suivi, posaient un certain nombre de questions. La logique du CEPOM, et ça a été très fortement porté par le ministère et par certaines grosses ARS, notamment la ARS Île-de-France qui est un peu tête de pont sur le dispositif, c'est que dans le CEPOM, vous avez 10 objectifs et pas plus. L'idée, c'est de pouvoir avoir une capacité de suivi de ces objectifs. Donc, le CEPOM, si vous voulez, n'emporte pas, vous n'allez pas signer un CEPOM en tant que gestionnaire et puis dire à votre ARS et votre département, on se revoit dans 5 ans. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a déjà la première phase à 3 ans pour faire un pré-bilan. Il y a aussi la capacité, et ça recoupe un peu les tableaux de bord ANAP que vous connaissez, parce que certains indicateurs vont être corrélés au tableau de bord ANAP. L'idée, c'est quand même que l'ARS et le département, soit en vous sollicitant, soit en récupérant ces indicateurs du tableau ANAP, puissent avoir quelques indicateurs du suivi des 10 grands objectifs que vous vous serez fixés dans votre CEPOM. Donc l'idée, c'est de sortir de cette logique de multiplicité des objectifs qui n'étaient pas suivis ou peu suivis ou suivis 6 mois avant le renouvellement, de se fixer des grands objectifs, y compris des objectifs de santé publique. L'HAD qu'on a évoqué là tout à l'heure sur une conférence en fait partie. C'est un des critères qui sera imposé à tous les gestionnaires d'EHPAD dans le cadre des CEPOM. La prévention également, donc ça fait partie des quelques grands critères imposés par les ARS. Mais l'idée, c'est d'avoir une logique de suivi. Il est probable, on ne peut pas en présager parce qu'on n'a pas encore d'antériorité là-dessus, mais il est probable qu'à l'extinction des CEPOM, il y ait à minima une visite de l'ARS et du département. Sauf si, tant dans les indicateurs que dans le suivi du CEPOM, que dans la connaissance que les autorités ont de l'établissement, elles constatent que finalement tout fonctionne. Les moyens qui vous sont octroyés sont conformes à votre gestion et vous permettent de continuer de fonctionner correctement. Et dans ce cadre-là, on pourra avoir des CEPOM renouvelés assez facilement. Mais il serait assez logique que l'ARS et les départements... Un des points qu'on a beaucoup défendu dans le cadre de la fédération et auprès des ARS et des départements, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec nos autorités de tutelle, c'est qu'on ne les voit jamais. Et on les voit seulement quand ça va mal. Donc, soit vous avez un cas avéré, vous avez un décès suspect, vous avez une fugue non maîtrisée, vous avez un cas de maltraitance avéré, là vous les voyez débarquer, c'est les cow-boys. Je le résume gentiment, s'il y en a d'entre vous dans la salle, mais c'est un peu comme ça que ça se passe de temps en temps. Et sinon, on a des grandes difficultés à les mobiliser sur un dialogue opérationnel quotidien parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont submergés de charges. Ils ont une multitude de conventions tripartites pour notre petit champ à suivre. Donc la logique du CEPOM, c'est à minima de leur faciliter la tâche au niveau administratif pour, on l'espère, leur dégager un peu plus de temps pour pouvoir remettre un peu les pieds dans les établissements. Parce que moi, en tout cas, c'est ma vision, elle n'est pas forcément partagée par tous, mais je pense qu'il serait bon que nos autorités de tutelle remettent plus les pieds dans nos établissements. Ça éviterait les fantasmes, ça leur permettrait d'avoir une connaissance un peu plus accrue de ce qui se passe dans nos établissements, parce qu'on a de temps en temps l'impression qu'ils découvrent un peu ce que c'est que la personne âgée dépendante et ses difficultés potentielles de prise en charge au quotidien. Donc moi, j'espère que cette réforme de la contractualisation, quand elle sera mise en œuvre, leur dégagera un peu plus de temps pour nous accompagner, mais sur l'opérationnel. Pas seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des cas sur des grosses difficultés dans lesquelles, là, effectivement, ils se déplacent, mais c'est toujours a posteriori et c'est toujours mal vécu par les équipes. Et sur la question des évaluations externes et internes qu'on avait eu... Ça ne remet pas en question le calendrier de vos évaluations. Non. Non, ça ne remet pas en question. Sur chaque 5 ans, c'est ça. Vous conservez le rythme des évaluations. Ça ne modifie pas cet aspect-là. Ouais. En voyant, et eux, ils peuvent quand même avoir un retour. Comment ça se passe? Parce qu'on l'envoie souvent, ces évaluations externes. Ah ben vous leur envoyez, parce que c'est une obligation. C'est exactement ce qu'on vient de se dire. Oui. Imaginez-vous, moi je me mets à la place de temps en temps de nos autorités, une ARS classique, vous avez 7500 EHPAD en France. Il y a une centaine d'ARS. Enfin, une centaine de délégations territoriales d'ARS. Ça veut dire qu'en moyenne, elles reçoivent 70-80 rapports d'évaluation externe, qui font chacun 150 pages. Aucune capacité de l'exploiter. Donc elles prennent acte de la réception. Après, elles la ressortent si vous avez un
Un cas difficile. Non, mais en fait, c'est une mécanique un peu tordue. C'est que ça ne va abonder que dès lors que vous aurez un cas difficile et qu'elles se déplaceront. Sinon, il restera dans un tiroir et vous en entendrez jamais parler. J'avais une dernière question sur la dépendance. Par exemple, je suis un établissement qui accueille des personnes à l'aide sociale. Grâce à la dépendance, j'avais le conseil général m'aider un peu plus que l'établissement privé avec une pratique à côté. Alors, je vois que j'accueille toujours la même population, mais le privé non lucratif il aura les mêmes aspects financiers que moi. Comment on fait? Alors, en fait, vous aurez... On dérègle aussi, il n'y a plus de tarification. On accueille l'aide sociale, mais c'est nous, il n'y a plus de... Mais... Parce que le département fixe toujours le prix, la journée, quand on est stabilité aide sociale. Alors qu'on n'a plus d'aide sur la dépendance. Comment on fait? Oui, sauf que dès lors que vous passerez en CEPOM. Aujourd'hui, vous êtes dans une logique de budget contradictoire sur la section hébergement. Donc la section hébergement, vous êtes totalement habilité à l'aide sociale, vous produisez vos charges de gestion annuelles, ils vous divisent ça par votre nombre de journées prévisionnelles et vous avez votre tarif aide sociale pour l'année. Ça, c'est avant le CEPOM. Dès lors que vous serez passé en CEPOM, vous aurez votre tarif aide sociale pour les 5 ans. Avec ces modalités de réévaluation qu'il faut négocier dans le cadre du CEPOM. Annuellement. Donc vous aurez une vision, je dirais, de votre tarif. Ça évitera les ressauts tarifaires qu'on peut connaître dans certains établissements avec des reprises de déficit. Ça prend 10 €. Voilà. Donc ça n'existera plus. Ça privilégie quand même le secteur privé. Alors, je vais être très franc avec vous. Alors, en plus, j'en viens. Donc je connais bien le sujet. J'ai eu une casquette commerciale. Ça fait très lobbyiste, le CEPOM, ça fait non. des lobbies de certains groupes privés. Ça nous arrange parce que au niveau d'encadrement, on va mettre moins d'encadrement sur les EHPAD, on peut mettre un directeur sur 4 EHPAD. C'est un bon outil pour les gros. C'est un bon outil pour les gros, mais c'est pas seulement vrai pour le privé commercial. C'est vrai que c'est un outil qui est plutôt calibré pour les gros gestionnaires, faut être très franc là-dessus. Après, sur la logique de financement de la dépendance, puisqu'on part sur une moyenne départementale. On en parlait tout à l'heure rapidement. Le problème de la moyenne, tout le monde le comprend parfaitement, c'est qu'il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Nous, la vision qu'on en a aujourd'hui, pour avoir fait le travail avec un certain nombre de nos adhérents, c'est que dans le champ, mais je peux parler que de celui-ci, du privé non lucratif, je dirais qu'on va conserver nos moyens. Donc on aura des écarts, mais véritablement à la marge. Ça ne remettra pas en question nos modes de fonctionnement et notre structure de charge historique sur la partie dépendance. Ou alors, ça incitera à se rapprocher. Oui, mais c'est déjà incité. Ceux qui peuvent être assez perdants sur cette logique de moyennisation de la dépendance par département, c'est le public. Clairement, les premiers on a des échanges réguliers avec la Fédération hospitalière de France, on travaille beaucoup avec eux. Eux, ils ont des adhérents qui perdent potentiellement des moyens extrêmement conséquents. J'ai un exemple en tête parce qu'on en a parlé pas plus tard qu'hier. Il y a un établissement dans le champ de la FHF qui va perdre 400 000 € de moyens sur sa dépendance en 7 ans. Donc 400 000 €, je vous laisse faire le calcul. Une aide-soignante qui a pacté à 70%, ça veut dire qu'elle a pacté à 20 000 € à peu près sur la section dépendance. Potentiellement, c'est 20 aides-soignantes sur un établissement. Donc c'est monstrueux. Je ne vois pas comment un établissement pourra s'absorber une telle baisse. Au-delà des problématiques sociales de réduction de la masse salariale, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à prendre en charge des personnes qui, a priori, nécessitaient ce niveau de soins dans une logique d'équation tarifaire à la baisse. Ce qui a été introduit par la loi, ce que j'ai rapidement évoqué, c'est cette logique de financement complémentaire. Ça a principalement été porté par le lobby de la Fédération hospitalière de France, notamment, c'est de dire « Oui, mais moi, c'est un peu ce que vous me disiez là, j'ai une spécificité. Si je prends mon environnement, j'ai 10 établissements privés autour de moi, qu'ils soient privés, commerciaux, à but non lucratif ou publics. Moi, j'ai une spécificité, je suis à l'aide sociale, j'accueille des situations complexes, des gens en grande précarité, des gens très isolés qui n'ont pas d'aidants. Ça mobilise beaucoup, tant en administratif qu'en accompagnement et en tutorat ou en référence de soins. Et donc, je souhaite que cette mobilisation accrue soit valorisée. Et ça peut l'être dans le cadre d'un financement complémentaire. Donc, c'est un bon outil de complément à cette équation tarifaire. Malgré tout, l'équation tarifaire, elle a pour but de tendre vers une moyenne. C'est aléatoire, cet outil. Parce que c'est au bon vouloir. C'est au bon vouloir du département. C'est ça. C'est très aléatoire. En fait, la réforme a véritablement été faite pour lisser l'histoire. Alors ça va en laisser quelques-uns en difficulté, c'est clair. Pour autant, ça aura le mérite de donner une vision à peu près identique sur un territoire avec une prise en charge qui doit normalement être à peu près identique. Mais ça va être un exercice douloureux pour certains établissements, il faut pas s'en cacher. Est-ce que vous avez un retour sur les
premiers CEPOM qui ont pu être conclus, ou est-ce que c'est un peu tôt, puisqu'on sait qu'il y a quand même une période de gestation c'est assez trop tôt, conséquente. parce que pour tout vous dire, sur ces CEPOM donc, issus de la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, il n'y en a pour l'instant pas eu dans le champ PA. C'est trop tôt. Celui que je vous ai évoqué, qui a été, sur lequel le groupe SOS avait beaucoup communiqué, c'est en fait un CEPOM de première génération, donc un CEPOM issu de 2010, qui avait été signé avec une association qu'ils ont repris en gestion. Et ils sont venus agglomérer leurs établissements à cette association, et donc ils ont re-signé un nouveau CEPOM. Mais en fait, ils ont étendu le champ d'application d'un vieux CEPOM. Voilà. Mais sur ces CEPOM de nouvelle génération, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir vous dire... Voilà, les négociations se passent plutôt bien avec les ARS. C'est plus difficile avec les conseils départementaux, mais parce qu'ils ne sont pas encore mis dans la mécanique de cette réforme-là, très clairement. Pour l'instant, on n'a pas malheureusement assez de retours sur le sujet. Et est-ce que vous avez connaissance de groupes qui ont l'intention de partir sur des CEPOM pluri-activités, puisque oui, c'est aujourd'hui permis? Nous, on a une multitude d'adhérents qui sont pluri-actualités, alors tant dans le sanitaire que le médico-social. Oui. Évidemment, dès lors qu'on est sur un même territoire qui, pour l'instant, est plutôt la vision départementale, les adhérents ont une grande légitimité et un grand intérêt à élargir le plus possible leur périmètre du CEPOM, notamment dans le cadre de cette notion de parcours, et de cette notion de mutualisation des moyens. C'est-à-dire que, enfin, on peut rapidement l'évoquer, mais le champ des personnes en situation de handicap est plutôt beaucoup mieux doté que le nôtre sur les paramédicaux, par exemple. Ils ont de grandes capacités en tout cas à mobiliser. C'est un peu plus simple pour eux de mobiliser des psychomotriciens et des ergothérapeutes que dans le champ PA où c'est un peu moins, ça les fait un peu moins rêver, entre guillemets, de venir prendre en charge les personnes âgées dépendantes. Dès lors qu'on rentre dans un CEPOM commun, je dirais qu'on arrive à globaliser ces dispositifs et ces compétences-là, et donc on peut les utiliser peut-être un peu plus facilement qu'historiquement. Donc, nous, on incite fortement les gestionnaires à tendre vers des CEPOM mutualisés. Mais ce qui est le cas aussi des départements et des ARS, parce que c'est simplificateur administrativement. On n'a plus qu'un CEPOM versus multidispositif. Et est-ce que vous n'avez pas malgré tout de la part de vos adhérents on va dire évidemment beaucoup de réticence à entrer dans un système qui va se traduire par une raréfaction des moyens? Vous avez cité des cas où on a des enveloppes qui vont fondre de manière importante, alors même que la prise en charge des personnes âgées exige au contraire de plus en plus de moyens, en tout cas, ou alors une certaine inventivité. Est-ce que on a un peu un télescopage d'une part d'exigence au niveau de la prise en charge et une contractualisation qui ne va pas dans le sens d'une augmentation des moyens? Donc comment tout ça est vécu par vos adhérents? Pour le moment, mais c'est un peu ce qu'on a évoqué rapidement, c'est que nous, dans le champ privé non lucratif, on n'a pas mis en évidence de très grande complexité de mise en œuvre de cette réforme de la tarification. On a certains adhérents qui perdent des moyens, on ne va pas se le cacher. On a des adhérents qui, par exemple, sur des établissements d'une centaine de lits, vont perdre 50 000 € sur 7 ans, donc c'est conséquent. Pour autant, dès lors qu'on les rassure un peu, je dirais, sur 7 ans, on est sur 7 000 € par an. Quand on prend en compte le taux de revalorisation annuelle des dotations, potentiellement les GMP, les PMP qui pourront être amenés à évoluer, on devrait arriver, entre guillemets, à tamponner une partie de cet effort-là. Donc je pense que le problème des travaux qu'on mène, tant avec la FHF que le CINERPA, je pense que pour 90% des établissements, ça ne va pas véritablement les mettre en grande difficulté, parce que beaucoup d'établissements vont voir leurs moyens augmenter quand même, il faut quand même en être conscient. 85% des établissements vont voir leurs moyens augmenter. Donc ça, c'est chiffre issu de la CNSA et de la DGCS. Donc ça veut dire que potentiellement 15% des établissements vont voir leurs moyens diminuer. Nous, dans notre champ, c'est plutôt une baisse de moyens limitée, ou en tout cas en capacité d'être absorbée par des logiques notamment de mutualisation. Pour autant, effectivement, pour certains établissements, ça va être très complexe. Et l'exemple de la FHF que je vous ai cité, on s'interroge beaucoup sur leur capacité d'absorber une telle baisse. Donc je pense que là aussi, les financements, je pense que l'ARS, les autorités de tutelle qui sont les nôtres, n'ont pas vocation à voir péricliter des établissements quand ils répondent à un besoin. Donc, vont aussi les accompagner, j'espère, en souplesse sur ces fameux financements complémentaires qui sont normalement une bonne manne d'équilibre sur des établissements en difficulté. D'accord. D'autres questions par rapport... C'est une question sur les tarifs
est-ce que le CEPOM va faciliter une tarification différente entre les personnes qui sont à l'aide sociale et celles qui ne le seraient pas? Est-ce que ça facilitera cette... Alors, vous êtes dans un établissement totalement habilité, Oui. et vous accueillez des personnes qui ne relèvent pas du régime de l'aide sociale. Oui. Alors, c'est un sujet qui n'est pas un sujet CEPOM. Hein. Non, mais qui peut être abordé dans le cadre du CEPOM. Alors, c'est le sujet de la déshabilitation à l'aide sociale ou du conventionnement à l'aide sociale. Je pense que je n'ai pas le temps de l'aborder là, mais si vous le souhaitez, j'ai fait une intervention très récente sur le sujet aux Assises nationales des EHPAD. J'ai fait une note technique sur le sujet qui est assez claire, je pense, donc je veux bien je la ferai passer à Madame Tarouji et elle vous la communiquera. Mais ça peut être intégré dans le CEPOM, mais ça passe par... il faut vraiment viser, il y a des contraintes fiscales, techniques à viser avant de faire le choix d'une déshabilitation à l'aide sociale. Mais certains départements, notamment la Moselle, le Gard, le Nord, ont mis en place des modalités différenciantes. Et c'est-à-dire que si vous êtes dans un établissement comme le vôtre totalement habilité à l'aide sociale, les ressortissants du régime de l'aide sociale se voient soumettre le tarif aide sociale qui est administré par le département. Et pour ceux qui ne sont pas ressortissants de ce régime, il y a un tarif qui peut être différencié ou différenciant en fonction de leurs revenus. Donc je vous fais parvenir ça.